Bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour la troisième des 4 conférences que l'Event Yilmaz nous fait le plaisir et l'honneur de prononcer ici. Le thème, vous le savez, c'est toujours pourquoi écrire encore l'histoire aujourd'hui. Nous avons tour à tour avec lui, grâce à lui, compris à la fois les enjeux généraux de cette question épistémologique, puis la semaine dernière, la manière dont ceci avait pu se transmettre depuis que Cicéron et les autres avaient fait de l'histoire la maîtresse de nos vies, comment on avait pu, et c'est peut-être cela qui s'appelle la modernité, se sentir, sinon libéré, du moins en partie émancipé de cette maîtrise, et ce que désignait alors le moment moderne pour nous aujourd'hui encore, étant entendu que si la coupure moderne existe, elle n'a pas eu lieu quelque part à un moment donné, mais elle continue. Et elle se poursuit encore en faillant le temps présent. Et voilà, nous en sommes là. Et donc, l'event, toujours avec plaisir que je te passe la parole. Merci Patrick. Merci. Alors, je prends mon discours pour vous présenter un cadre général de cette transformation cosmologique donnant accès à l'arrivée du moderne, revêtant la forme de la nouveauté, exprimant donc un temps non pas de répétition, mais de différenciation, et qui, à force de s'accumuler, rompt avec ou annule l'état d'avant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en passant, permettez-moi de dire que le capitalisme tel qu'il a vu le jour en Occident est aussi une des conséquences de cette transformation, ainsi que l'arrivée de l'âge des Lumières, même des Lumières radicales. Alors, la nuit du 11 novembre 1572, à Erivad, au royaume de Danemark, Tycho Brahe, âgé de 26 ans, vient juste de terminer quelques expériences alchimiques quand il aperçoit dans le ciel une étoile inconnue, très brillante, dans la constellation de Cassiopée. Il l'observe pendant des nuits et des nuits, jusqu'à établir un constat qui marque un tournant dans l'histoire de l'astronomie occidentale. L'étoile ne se déplace pas par rapport au fond du ciel et ne présente donc pas de parallaxe. En d'autres termes, c'est une étoile placée très haut dans le ciel, au-delà de Saturne, peut-être même dans la sphère des fixes, selon la conception de l'époque. Au bout de quelques semaines d'observation, Tycho se rend compte que la couleur et la magnitude changent. Donc elle ne peut être qu'une étoile fixe. Pourtant, les étoiles fixes sont supposées être invariables. Il décide alors de l'appeler nova. Or, les Chinois connaissaient déjà ces novas et ils les appelaient Keising, ce qui signifiait étranger d'une physionomie singulière. En 1573, il publie à Copenhague son De nova et nullius evi memoria pris visa stella, et l'étoile brillante allait disparaître au début de 1574. La nova de Brahe serait un de ces étoiles, de ces nouveaux soleils, du poème de Charles Perrault, qu'il a lu devant l'Académie française en 1687. Et Brahe occupe une place d'honneur dans le 4e tome du Parallèle des anciens et des modernes, publié en 1697. Je le cite. Tycho Brahe, ayant fait plusieurs observations à l'occasion d'une nouvelle étoile qui parut au commencement de l'année 1572 dans la constellation de Cassiopée et qui y parut pendant plus de 16 mois, parvint à la connaissance du vrai lieu des étoiles fixes, excité par l'exhortation que Copernic en avait faite à son disciple,
comme je l'ai déjà remarqué, et par le besoin qu'il avait de le savoir pour bien parler de cette nouvelle étoile, il connut ensuite presque toutes les erreurs de ceux qui l'avaient précédé. Il ajouta ensuite 200 étoiles au catalogue des anciens. Je ne dois pas oublier qu'il a inventé un grand nombre d'instruments très utiles pour observer et que le degré, qui ne se divisait qu'en 6 ou en 12, fut divisé par lui en 60 parties qu'il appela minutes, lesquelles il divisa ensuite en plusieurs parties en se servant encore des mêmes divisions. Cette apparition de la nova pose d'abord un problème de classification. La nouveauté est, dans ce cas-là, un défi à l'ordre des choses connues. Elle est sans précédent, singulière, unique. Elle ne figure nulle part. Elle ne figure ni même dans les récits et écrits des anciens. Elle n'a pas de similitude avec quoi que ce soit. Elle brise une logique, elle rompt avec le passé et avec la classification usuelle de l'astronomie, et elle rend obsolètes les outils intellectuels de l'ancienne cosmologie, mais bien entendu pour Tycho, pas pour nous, car on sait que les Chinois l'en savaient déjà. Tycho ne peut que raconter et décrire l'événement. Il ne peut pas l'expliquer. Aussi est-il dans l'obligation de l'interpréter selon d'autres systèmes qui expliquent l'inexplicable. Il a donc recours à l'alchimie et à l'astrologie. Comme cette étoile ne peut guère être qu'un signe divin, il faut essayer d'en déchiffrer la signification au moyen des catégories de l'alchimie et la considérer, selon le modèle astrologique, comme un prodige qui annonce l'avenir. Comme vous le voyez ici, le nouveau brise le cadre conceptuel de référence du passé et se présente comme un problème pour le temps présent. Le poème de Perrault, Le siècle de Louis le Grand, lu à l'Académie en 1687, c'est aussi l'année de la publication du Principia de Newton aussi, évoque la question des comètes, comparant la physique d'Aristote au savoir de l'époque contemporaine et plus particulièrement aux considérations que Tycho formule à partir de l'observation des comètes. Je le cite, « Chacun sait le décrit du fameux Aristote. En physique, moins sûr qu'en histoire, Hérodote. Ces écrits qui charmaient les plus intelligents sont à peine reçus de nos moindres régions. Pourquoi s'étonner, dans cette nuit obscure, où se cache à nos yeux la secrète nature? Quoique le plus savant d'entre tous les humains, il ne voyait que des fantômes vains. Chez lui, sans nul égard des véritables causes, de simples qualités opéraient toutes choses, et son système obscur roulait tout sur ce point, qu'une chose se fait de ce qu'elle n'est point. D'une épaisse vapeur se formait la comète, sur un solide ciel roulait chaque planète. Solide ciel. Les observations que Tycho Brahe fait de la comète apparue le soir du 13 novembre 1577 et de celle de 1585 prouvent ces hypothèses. La comète de 1577 a une parallaxe trop petite pour pouvoir évoluer dans les régions du monde sublunaire. La conclusion de Brahe est très importante encore. Les comètes se déplacent dans les régions éthérées du monde et non pas dans le monde sublunaire, comme Aristote et ses disciples ont voulu nous le faire croire pendant des siècles. Et si les comètes sont situées au-dessus de la Lune, les planètes ne peuvent pas être fixées dans les sphères de cristal de l'astronomie traditionnelle.
La réalité des sphères de l'ancienne représentation du cosmos, dit Brahe dans une lettre à Kepler, doit donc être exclue des cieux. Ainsi, loin d'être un corps solide, dur et impénétrable, comme l'évoque le poème de Perrault, le ciel doit au contraire être, je cite Brahe dans sa lettre à Kepler, fluide et libre, ouvert dans toutes les directions. Un des dogmes essentiels de la cosmologie traditionnelle, celui de l'incorruptibilité et de l'immuabilité des cieux, s'en trouve ruiné. Dans son Astronomia Nova Sui Physica Celestis 1609, Kepler élargit et développe les calculs de Tycho Brahe. 1609, cette même année, Galilée tourne ses lunettes, ainsi qu'on les appelle, vers le ciel, et selon les mots de Perrault, je le cite encore, « Rien sur la terre et dans le haut des cieux, quelque éloigné qu'il soit, n'est trop loin de nos yeux. S'est accrue en nos jours l'humaine connaissance, 1000 mondes nouveaux ont été découverts et de nouveaux soleils. » Selon Perrault, Galilée, avec le chancelier Bacon et Descartes, est un des précurseurs qui ont donné à l'humanité les moyens de connaître, je le cite, davantage avec le temps, la manière dont la nature opère, de sorte qu'on lui sera en quelque façon redevable, ainsi qu'à ceux que je viens de nommer, de toutes les découvertes qui se feront à l'avenir. Dans une lettre à Kepler de 1597, Galilée déclare qu'il s'est rallié à la doctrine de Copernic depuis plusieurs années. Donc c'est plutôt, il s'est rallié à la doctrine de l'héliocentrisme. Pourtant, les conséquences de cette adhésion seront fatales. Il construit sa lunette d'approche, c'est-à-dire le télescope, avec des verres qu'il fait venir des Pays-Bas. Un peu loin dans le siècle, ce sera Spinoza qui va les polir. Et il commence à observer d'abord la Lune, puis les astres à partir de 1609. La date est cruciale, et on l'a déjà évoqué, le poème de Perrault. Grand Dieu, depuis ce jour qu'un art incomparable trouva l'heureux secret de ce verre admirable. Quel est le rapport, donc, quel est le rapport exact entre cet événement et la nouveauté? D'abord, la surface de la Lune ressemble à celle de la Terre. Elle a donc une nature corruptible et tourne dans les cieux. Et à partir de là, le mouvement de la Terre n'est plus une absurdité. Ensuite, il y a des taches sur la surface de la Lune et des cratères, indice donc que la Lune n'est pas un corps céleste parfait, comme cela avait été pensé pendant presque 2000 ans. C'est la première fois que quelqu'un peut voir des imperfections sur un corps céleste supposé être composé d'un cristal parfait. En tant que tel, parce que les imperfections de la Lune pourraient maintenant être liées à celles observées sur la Terre, on pourrait soutenir que ni l'une ni l'autre n'est unique, mais elles seraient plutôt, toutes les deux, simplement des corps célestes faits de matériaux semblables. Ces observations constituent un défi à l'aristotélisme qui prônait l'immuabilité, l'inaltérabilité et l'incorruptibilité du monde supralunaire. Juste après la publication de son Siderius Nuncius en 1610, Galilée présente ses projets futurs au secrétaire du grand-duc de Florence et insiste sur le caractère nouveau de sa démarche. Je le cite, « C'est une science entièrement nouvelle et découverte par moi-même en commençant par ses premiers principes. »
Donc Galilée, il se lance dans quelque chose d'inouï. La nouvelle physique et la nouvelle astronomie doivent non seulement démontrer la vérité copernicienne, mais aussi fonder une nouvelle science de la nature. Galilée mène sa campagne de reconnaissance tambour battant tout en ayant recours à une voie dangereuse. En essayant de séparer la vérité de la foi de la vérité de l'étude de la nature, il cherche en même temps, dans l'Écriture sainte, la confirmation de sa science nouvelle. Or, l'héliocentrisme était sévèrement écarté et allait être qualifié d'hérétique le 5 mars 1616. Un décret de la congrégation de l'Index censure les livres coperniciens et suspend l'autorisation du De Revolutionibus. En 1632, Galilée publie son Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, qui dramatise l'opposition entre les deux systèmes du monde, il n'y en a pas un autre, celui des anciens, d'Aristote, et celui des modernes, de Galilée, au bénéfice, bien entendu, assuré de ces derniers. On connaît la suite de l'histoire. Le livre sera interdit par l'inquisiteur de Florence et Galilée condamné à abjurer, et Descartes brûle son livre sur le monde. En soi, il n'y a rien de nouveau dans les observations de Galilée. Que la surface de la Lune soit comme celle de la Terre, qu'il y ait des taches solaires, qu'on découvre des satellites autour de Jupiter, qu'on les appelle Médicea Sidera en honneur de la famille régnante de Toscane. Toutes ces découvertes appartiennent à l'ordre du factuel. La surface de la Lune a toujours été telle, les taches du Soleil existaient déjà à l'époque des Grecs, les satellites de Jupiter tournaient autour de la planète depuis une éternité. Mais dès lors que tout est désormais observable, le mot est lancé, à partir de 1609, grâce au télescope, le grand changement est que désormais, la volonté de trouver du nouveau devient une intention durable et elle guide l'entreprise scientifique. Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde de Galilée met en scène trois personnages. Deux occupant des positions asymétriques, le troisième étant plus ou moins neutre. Ce dialogue présente quelques affinités formelles donc avec le parallèle des anciens et des modernes de Charles Perrault. Je cite « Je dis que notre siècle présente des événements et des observations d'une nouveauté et d'une importance telle que je ne doute point qu'Aristote, ça c'est Galilée, s'il avait vécu dans notre époque, aurait changé d'avis. Ce qui se voit clairement dans sa manière même de faire de la philosophie, car tout en écrivant ses considérations sur les cieux inaltérables, etc., étant donné qu'on n'a vu aucune nouvelle chose s'engendrer ou se dissocier des vieilles, on peut en déduire implicitement que, s'il avait vu un de ces événements, il aurait estimé le contraire et que, comme il convient, il aurait privilégié l'expérience sensible par rapport au discours naturel. Car s'il n'avait pas voulu considérer l'expérience sensible, il n'aurait pas argumenté en faveur de l'immuabilité dans la mesure où les sens ne pouvaient percevoir aucune mutation. Alors, Galilée, là, inverse l'ordre. La vérité découle désormais du présent. Elle n'a rien à voir avec celle du passé. Nous sommes irrévocablement dans la sphère de la nouvelle philosophie. L'impact de cette pulsion est mesurable chez Perrault. Pendant des siècles, les hommes se sont bornés aux écrits des anciens et ils ont cru que,
je cite, « Toute notre étude se devait renfermer à puiser dans les écrits de ces grands hommes les vérités que nous cherchons. Désormais, l'observation de la nature a pris le pas. Pour être savant, il ne s'agit plus de citer les ouvrages des anciens, mais au contraire d'accéder à la connaissance immédiate de la nature. Si le clivage est immédiat entre les anciens et les modernes, il est délicat à cerner. Les anciens ici sont présents, oui, mais grâce à certains modernes. Ces modernes sont anciens puisqu'ils ne croient plus à la nouveauté. Je cite Perrault, « Ils croyaient que le temps de trouver, d'imaginer, de penser quelque chose de nouveau ou d'une manière qui fût nouvelle était passé, que ça avait été un privilège accordé seulement à ces grands génies qu'il ne nous restait plus pour notre partage que la gloire de pénétrer dans leurs pensées et de nous enrichir des précieux trésors dont la nature leur avait été si libérale. » Bien sûr, les anciens contemporains de Perrault sont ou vont être appelés désormais les conservateurs. C'est eux qui vont conserver les anciens. Alors, la suite du texte de Perrault est un manifeste de la nouveauté. Je cite, « Tout cela de peur d'avouer qu'on en sait plus que n'en savaient les anciens. N'est-ce pas préférer les vêtements tout usés de ses ancêtres à des habits tout neufs, beaucoup mieux faits et 1000 fois plus magnifiques, ou si vous me permettez de le prendre d'un ton plus haut, aimer mieux regretter les oignons d'Égypte que de se nourrir de la manne nouvellement tombée du ciel. » De Galilée à Perrault, la nouveauté s'installe lentement comme une valeur positive. L'homme doit presque naturellement préférer le nouveau à l'ancien. Quoi ? Vous n'avez pas l'iPhone 10 ? Pas encore ? Le moderne, dès sa formation comme catégorie temporelle à partir du XVe siècle, impose une innovation culturelle en l'appelant progrès et en l'instituant comme une nécessité, presque une fatalité. Là aussi, ce n'est pas objectif, bien entendu. Le produit de cette innovation s'avère clairement de l'ordre de la différence, mais par rapport à quoi cette dernière s'établit-elle ? Certes, par rapport à une altérité, celle du passé, mais aussi celle du présent. Ainsi énoncée, cette réflexion nous met en présence d'un phénomène forçant les hommes à produire de la différence dans plusieurs domaines artistiques et scientifiques et moraux, et donc cette production nouvelle est recherchée et valorisée. Mais pourtant, la question demeure, cette nouvelle configuration temporelle, incitant à l'innovation perpétuelle, est-elle vraiment radicalement nouvelle ? Chaque culture humaine n'est-elle pas toujours innovatrice ? L'histoire de l'homme depuis les grands singes n'est-elle pas une série d'innovations constantes ? Ou bien sommes-nous devant une démarche propre à une phase particulière d'une culture bien définie et d'un certain type de société, comme l'a affirmé entre autres Philippe Tescola. C'est aussi la conscience historique de Gadamer. Oui, en Occident, et nulle part ailleurs, depuis 1600, disons, à peu près, ou même un peu avant, le nouveau devient de plus en plus positif. Alors, pour la première fois, ça devient positif, le nouveau. Parce que dans d'autres types de sociétés, le nouveau est quelque chose à éviter. C'est quelque chose de dangereux. Donc, de cette nouveauté considérée comme dangereuse, négative, on passe à un modèle de différenciation
constante, perpétuelle. D'où ce discours qui nous dit que c'était plutôt la curiosité dès le début de l'humanité qui a poussé l'homme à trouver les choses. Je m'en doute parce que la curiosité aussi s'était placée dans le domaine de la nouveauté et donc quelque chose plutôt à éviter. Mais depuis, on a une appétissante tradition de nouveauté. Mais n'oublions pas que c'est une cohabitation. Il n'y a aucun gagnant, ni les modernes, ni les conservateurs. Dans nos sociétés, ces deux camps coexistent, et plus même, s'interpénètrent de temps à autre. Elena Esposito, sociologue, illustre la reprise par Niklas Luhmann de la théorie de l'évolution par la théorie systémique à la lumière de l'évaluation de la nouveauté. De l'Antiquité à l'époque prémoderne, dit Luhmann et Esposito, la nouveauté était considérée comme une remise en question d'un ordre social fiable et donc négativement connoté. Au XVIe siècle, le neuf, en sa qualité de nouveauté, prend de la valeur et évolue, générant ainsi sa propre accélération et stimulant la production de la nouveauté. Or, la théorie de l'évolution ne se contente pas d'y distinguer une simple transformation d'une société donnée. Elle permet non seulement de décrire la transformation d'un ordre social, mais aussi un ordre de transformation. Le thème de la nouveauté le montre idéalement lorsque le changement d'attitude vis-à-vis du neuf se répercute sur la structure sociale. La nouveauté, selon Luhmann, lie sans ligoter ou, pour schématiser, stabilise en déstabilisant. La théorie des systèmes décrit positivement cette reproduction par le jeu d'options contingentes sous le concept de ultrastabilité. Aucune théorie sur les identités stables ou même variables n'est à même d'expliquer une telle cohérence. Il est nécessaire d'adopter une approche résolument temporalisante qui ne considère pas que quelque chose reste aujourd'hui identique ou se modifie dans le temps, mais que les phénomènes revêtent une forme temporelle et inversement que le temps est un effet de ces événements. Le type de différenciation de la société moderne régule ces schémas en ce que la sélection ne s'oriente pas ou plus sur la stabilisation escomptée, mais sur la nouveauté et la perspectivité. La stabilité en question ne pourrait plus se produire hors des opérations de communication. La théorie de l'évolution est à même de reconstituer ce fait paradoxal parce que sa distinction primaire entre variation et sélection interagit avec la restabilisation attendue de ce paradoxe. Avec l'explication des transformations dans la conception du nouveau, la théorie de l'évolution parvient même, à terme, à livrer des explications sur elle-même. Cela n'élucide pas le rapport de l'histoire et de la sociologie qui, de toute évidence, s'intéressent toutes deux aux transformations historiques. L'emploi de la théorie de l'évolution peut-il être un atout pour l'histoire, demande Luhmann, alors que cette approche renonce à des identités stables au fil du temps, conçoit même le temps comme variable et recourt ouvertement à une argumentation circulaire. Avant de revenir à la théorie de Luhmann, voyons encore ce modèle ancien, celui d'Aristote et de Ptolémée, qui fut pendant presque 2000 ans le modèle standard du cosmos. Parce que c'est de là que découle toute notre conception du changement et de stabilité. Alors, selon Platon, la Terre
était une sphère stationnaire au centre de l'univers. Les étoiles et les planètes étaient portées autour de la Terre sur des sphères ou des cercles disposés dans l'ordre vers l'extérieur à partir du centre. Donc on a la Terre, la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et les étoiles fixes. Tous ces étoiles étaient placées sur des sphères célestes. Dans sa République, Platon décrit le cosmos comme le fuseau de la nécessité, assisté par les sirènes et tourné par les trois destins. Eudoxe de Cnide, qui a travaillé avec Platon, a développé une explication moins mythique, plus mathématique du mouvement des planètes, basée sur le dicton de Platon, indiquant que tous les phénomènes dans les cieux peuvent être expliqués par un mouvement circulaire uniforme. Aristote a élaboré sur le système d'Eudoxe. Dans le système aristotélicien, pleinement développé, la Terre sphérique est au centre de l'univers et tous les autres corps célestes sont attachés à des sphères rotatives, transparentes, entourant la Terre, toutes concentriques avec elle. Ces sphères, appelées sphères cristallines, se sont toutes déplacées à des vitesses uniformes différentes pour créer la révolution des corps autour de la Terre. La Terre est immobile au centre du cosmos parce qu'elle est lourde, alors que les autres astres relèvent de la sphère du feu. Les planètes sont fixées sur des orbes animés d'un mouvement circulaire uniforme. Comme le vide ne peut logiquement pas exister, les espaces entre les sphères, imaginez l'univers comme un oignon. Au centre, vous avez la Terre, puis vous avez les pelures. Et sur les pelures, vous avez les sphères. Et entre les pelures, ce qui fait que le mouvement puisse être, il y a quelque chose qu'on appelle l'éther. C'est grâce à un premier moteur que ces sphères, ces pelures, commencent à tourner et transmettent le mouvement de pelure en pelure jusqu'à la Terre qui est la plus lourde et qui est au centre, qui ne tourne plus, qui est là. Alors cette force, cette puissance qui se transmet à travers les sphères, les pelures d'oignon, ça s'appelle la virtus. Alors le mouvement général, dans ce cas-là, est impulsé par un premier moteur installé au-delà de la sphère des fixes, et de là, ce mouvement se transmet aux autres. Donc imaginez, vous avez l'oignon, c'est la physique, et en dehors de l'oignon, vous avez un endroit d'où vient le mouvement, le premier mobile, le premier moteur, et cette partie-là, ça s'appelle la métaphysique. Donc, l'oignon, c'est la physique, le reste, c'est la métaphysique, d'où vient le mouvement. Mais pour le mouvement, il faut un mover, un moteur. Alors, un moteur qui arrive à se mouvoir de lui-même est tellement puissant qu'il fait mouvoir l'univers entier et les sphères. On voit bien par quelle joie ce modèle a pu être adopté par l'Église. Dieu est évidemment ce moteur immuable, le moteur premier, d'où émane le mouvement. Un détail dans la cosmologie de Dante, c'est la lumière qui émane de l'empyrée, donc de la métaphysique, qui perce les pelures d'oignon et qui fait tourner les sphères. C'est pour ça, dit Dante, que la sphère de l'empyrée semble être immobile. Pourtant, là, il y a un mouvement, il y a une vitesse énorme. Alors, si vous pensez que la vitesse de lumière
de la lumière étant indépassable, donc la lumière semble être immuable, stable, alors là, on a une conception assez intéressante, à mon avis. Alors, de quelle substance ces sphères sont-elles constituées? Si leur substance est identique à celle des planètes et des étoiles, comment comprendre qu'elles ne partagent pas les propriétés de ces dernières et qu'elles restent, par exemple, invisibles? Si toutes les sphères sont constituées à partir d'une nature identique, pourquoi une seule sphère porte-t-elle toutes les étoiles fixes? Et quand d'autres sphères ne transportent qu'une seule planète et que la majorité d'entre elles ne renferment aucun astre? Et si ces sphères sont infrangibles par les corps, comment comprendre l'ascension du Christ et des élus au travers de ces cieux? Quelle est la vitesse des âmes et des anges? Quant à leur mouvement également, faut-il accorder aux sphères un moteur interne en s'orientant ainsi vers la thèse de l'animation des cieux? N'est-ce pas tout simplement les anges qui président à leur mouvement? Et pour leur moteur externe, ne faut-il pas identifier le premier moteur à Dieu? C'est la question allant jusqu'au nombre des cieux qui doit être posée, car aux cieux relativement bien établis, des astronomes viendront se surajouter divers cieux théologiques. Alors, selon Giordano Bruno, ce docteur en théologie, Dieu dont la puissance est infinie n'a pu créer qu'un univers sans mesure à son image. Donc, pourquoi juste cet oignon? L'univers n'a pas de centre, dit Bruno. La Terre n'y occupe pas une place privilégiée. Le Soleil et les planètes ne sont qu'un système parmi d'autres. La sphère des étoiles fixes disparaît, remplacée par une pluralité infinie des mondes, tous composés d'une matière homogène comprenant les 4 éléments. Bruno est le premier à ouvrir un horizon métaphysique sans limite. Une conception aussi peu dogmatique ne peut être admise. Condamné comme hérétique impénitent, opiniâtre et obstiné, il est torturé et brûlé vif à la Campo dei Fiori à Rome. Revenons à notre problème à nous. En quoi la cosmologie a à voir avec l'écriture de l'histoire? La cosmologie est non seulement grecque et romaine, mais encore égyptienne, mésopotamienne, juive aussi, donc chrétienne, musulmane, allant encore plus loin, hindoue, chinoise, maya, zoroastrienne et partout, elle débute par l'acte de création. Mono, poly, les théismes, les animismes, totémismes et croyances de toutes sortes marquent tous, sans exception, un début pour l'univers. Ce début de l'univers est accompagné d'une date. C'est la date du commencement des temps. Ensuite, il y aura d'autres, je cite, dates qui feront l'histoire, comme on a pu voir dans la magnifique émission de Patrick Bouchon qui a commencé ce samedi sur Arte. Oui, les dates feront l'histoire après. Et dans toutes les cultures, ce temps est cyclique. Il est mesuré par les révolutions, entendant mouvements qui se répètent. De la lune, du soleil, des astres, l'existence de la vie sur Terre, par la naissance, la mort. Donc il y a une répétition à l'infini qui donne une mesure au temps. Ce temps ancien qui passe, qui n'a aucune emprise sur la qualité essentielle des êtres, pourquoi? Parce que la création est un acte parfait. Donc l'excellence et la perfection sont situées dans le passé. L'homme et les sociétés doivent leur existence
à des entités temporellement antérieures. Divinité, Dieu, ancêtre, fondateur, etc. Et ce n'est que par l'imitation qu'on atteint, si l'on peut, cette perfection située dans le passé. Historia Magistra Vitae fut le résultat du fonctionnement de ce modèle avec une conception d'une nature humaine fixe, immuable à l'intérieur même des structures sociales hiérarchisées. Comment donc passe-t-on d'un temps, un temps qui ne change rien, à un temps qui change tout, qualitativement, essentiellement et radicalement? Selon Luhmann, les structures temporelles de la société en Occident ont été affectées pour un certain temps par une nouvelle notion qui inclut en elle-même une capacité de complexité très haute. Le progrès, qu'il faut comprendre comme accumulation et agent de différenciation. Un premier schème du progrès, non seulement technologique, parce qu'on croit souvent que c'était d'abord technologique, c'était l'arrivée de la poudre, de la boussole, etc., qui a donné naissance à la conception du progrès. Mais, vous allez voir, c'est aussi moral. Chez Charles Perrault, je cite encore, les tribus premières, récemment découvertes, Iroquois par exemple, et les ethnies du monde entier illustrent un premier moment. En se référant parfois au passé des Grecs ou en se représentant ce que fut la Grèce, on découvre, à travers le texte de Perrault, non seulement la toute première enfance du monde, mais aussi la différence radicale que représentent les modernes, et plus spécifiquement les Français modernes vivant au siècle de l'illustre roi très chrétien à Paris. Pour refuter Théocrite, et par là même son traducteur, Longue Pierre, Perrault l'accuse d'abord d'être un mauvais poète et ensuite d'appartenir à un vilain peuple. En effet, son appartenance détermine déjà sa qualité de poète. Dans cet églogue réfuté, la 14e, Théocrite raconte une scène où le jeune amant, transporté de rage et de jalousie, donne 2 grands soufflets à sa maîtresse peu fidèle. Perrault balance le porc. Je le cite. On dirait que c'était les mœurs de ce temps-là. Voilà de vilains mœurs. Par conséquent, un vilain siècle bien différent du nôtre. On dira encore que cela exprime bien la nature. Oui, une vilaine nature qui ne doit point être exprimée. Mais outre que ces excuses sont très mauvaises, je soutiens que ce n'a jamais été les mœurs d'aucune nation, non, pas même des Iroquois, de donner des soufflets à une maîtresse qu'on régale chez soi. Voilà les Iroquois, donc érigés en véritables interlocuteurs des Grecs. Or, la vraie comparaison, bien entendu, ce n'est pas les Iroquois, c'est les Grecs et les modernes. Les modernes, par leur absence, donc ici là même, constituent un objet de comparaison. Alors, les très anciens, donc les tribus qui existent dans le temps de Perrault, au temps de Perrault, antérieurs aux Grecs pourtant, donc c'est ce qu'on appelait la non-contemporanéité du contemporain. C'est ainsi qu'ils sont considérés comme les vestiges d'un temps très reculé, révolu. Donc à travers les Iroquois, cette observation, on voit bien sûr les Iroquois, mais on arrive à voir l'Antiquité perdue.
Alors, dans le dialogue de Perrault, le président défend les anciens en soutenant que les Iroquois n'utilisent pas de colonnes, d'architraves, de corniches et d'autres éléments d'architecture. L'architecture étant une activité naturelle, l'usage d'éléments architecturaux sophistiqués exige donc un certain progrès. Voilà donc les Iroquois rejetés dans une antériorité naturelle par rapport aux Grecs. Mais son adversaire a beau jeu d'observer, le chevalier. Il est vrai qu'ils n'emploient pas de colonnes, des corniches d'ordre ionique ou corinthien dans leur habitation, mais ils y emploient des troncs d'arbres qui sont les premières colonnes dont les hommes se sont servis. Et ils donnent à leur toit une saillie au-delà du mur qui donne une espèce de corniche semblable à celle qui, dans les premiers temps, a servi de modèle à toutes les autres qu'on a depuis enjolivées. Alors, si l'abbé concède au président que les Iroquois sont originaires par rapport aux Grecs, il le pousse à accepter le fait que chaque origine trouve elle-même son origine ailleurs. Avant les Grecs, les Iroquois, donc les Grecs, sont sans miracle. La transmission des formes rend impossible l'attribution d'un lieu particulier d'invention. Sitôt que le président introduit la spécificité des Grecs en tant que maître de ces formes, je le cite, mais il y a la forme agréable, les justes proportions, pour lesquelles on ne peut aussi trop louer les grands hommes qui les ont inventées. L'abbé déplace encore une fois là le registre. Cette fois, il revient à son propos. Il est tout à fait naturel que les choses se perfectionnent avec le temps. Il est donc tout à fait naturel que les Grecs, postérieurs aux Iroquois, aient contribué à ce processus. D'autre part, la forme grecque de ces éléments n'est pas une fatalité, surtout pour les modernes. Donc, le progrès, c'est exactement cela. Les Iroquois, imités par les Grecs imités par les modernes, mais, bien entendu, on les dépasse. Les Grecs sont aussi différents des Iroquois que les modernes le sont des Grecs. Cet aller-retour entre les sauvages contemporains et les anciens de l'Antiquité devient vite un lieu commun dont on attend quelques inintelligibilités. Le regard d'ethnographe de l'époque, je cite, rapproche des mouvements antiques les coutumes sauvages. Les uns, reliques visibles et authentiques d'un passé, pourtant difficilement intelligibles. Les autres, témoignages plus éclairants, provenant d'une primitivité pourtant substitutive. En ce qui concerne les premiers temps, chacune des séries de vestiges fournit à l'autre ce qui lui manque. De la sorte, le vif, sauvage, permet de faire parler le mort, antique, mais les sauvages ne sont entendus que comme les voix des morts, écho d'une antiquité muette. De nos jours, disons dès 1945, ce progrès n'est plus en cours et a été radicalement mis en question, surtout par les historiens et les anthropologues. Mais pourtant, la croyance en son efficacité fut de lui, pendant presque 2 siècles, le moteur de la modernité. Luhmann est le sociologue de la modernité. Il fait partie de ces auteurs qui s'interrogent sur la spécificité de la société moderne. Ils étaient d'abord très amis avec Habermas, puis ils se sont disputés à partir des années 60 autour de cette même question. Selon sa théorie, la société moderne implique des caractéristiques qui la rendent totalement distincte des sociétés qui ont existé et existent. Pour Luhmann, la modernité, en tant que telle, supprime la hiérarchie comme structure qui, seule, pourrait fonder une théorie de la société comme domination. Les sociologies de la domination méconnaissent en fait, selon Luhmann, l'originalité radicale de la modernité.
La thèse centrale qui parcourt l'œuvre de Luhmann est condensée dans le concept de différenciation fonctionnelle. Il exprime cette idée en substituant le concept intraduisible d'Ausdifferenzierung, on l'a traduit comme paire-différenciation, à celui de Differenzierung, donc différenciation. La notion de différenciation est un concept classique qui se trouve à la base de la sociologie comme discipline. Il remonte à l'idée d'une division de travail. Durkheim, en particulier, révise le concept issu d'Adam Smith à travers l'idée d'une interdépendance des groupes sociaux. La société devient une totalité organique composée de parties. Elle est, en d'autres termes, un système. Luhmann, quant à lui, il veut réviser la notion de système. Le système n'est plus conçu comme une totalité composée de parties, mais comme un système clos qui différencie, ce qui veut dire que la complexité croissante du monde connu, qui est une donnée constitutive de la modernité, a contraint le système social sans cesse à se différencier davantage en sous-systèmes fonctionnels qui deviennent progressivement autonomes. L'économie, le droit, l'art, la science, et pourquoi pas l'histoire. Ici, on est ramené donc à l'axiome primordial de la sociologie de Luhmann. Selon Hugues Rabot, cette notion de clôture renvoie au fait que seule la société peut dire ce qu'est la société. La réalité n'est pas une réalité observable empiriquement. Donc il n'y a pas de lunettes. Elle se trouve enfermée dans une relation autoréférentielle. Luhmann conceptualise ce rapport récursif à travers les idées d'auto-observation et d'autodescription. Le discours sur la société émane toujours de la société. C'est en ce sens que la théorie de Luhmann est antipositiviste. Elle rejette la prétention de la science à se placer hors de la société, notamment par des protocoles d'études empiriques pour la décrire objectivement. En somme, la conception antérieure de la différenciation sociale exprime encore la sémantique d'une société traditionnelle, fondée sur une unité et une hiérarchie où la science sociale se trouverait au sommet de la société d'un point de vue cognitif. Selon Luhmann, la modernité correspondrait donc à une forme de saut qualitatif par lequel l'on passerait d'une société impliquant une sémantique relativement unifiée, qu'il appelle sémantique de la vieille Europe, à une nouvelle structure sociale qui ne correspond plus à la sémantique existante. La sémantique de la vieille Europe reposait sur l'ontologie qui unifiait en fait la religion, la politique, l'économie, la science, l'art ou l'éducation par le code être-non-être. La théologie constituait en quelque sorte l'épistémologie de cette sémantique en tant que théorie de l'observateur absolu du regard unifiant tous les regards. La modernité débouche en revanche sur la coexistence, comme on a dit, de systèmes fonctionnant en parallèle, impliquant chacun une sémantique spécifique. Cela explique que, dans la société contemporaine, nous ne disposons pas d'une, mais de plusieurs sémantiques. Luhmann condense ce thème à travers le concept de polycontextualité. La sécularisation, par exemple, décrit un monde polycontextuel, c'est-à-dire impliquant une pluralité de sémantiques et d'observateurs. Le monde ne saurait être réduit ni à une sémantique de l'être, ontologie, ni à un observateur absolu, Dieu. Cela est d'autant plus exact qu'il est possible de s'exclure de la religion comme système social. Le concept de sécularisation est ainsi une autodescription de la société
du point de vue de la religion comme système social désormais différencié. Et là, Luhmann repose, bien entendu, sur les analyses de Hans Blumenberg contre Carl Schmitt. La différenciation sociale ainsi décrite explique nombre de problèmes que Luhmann analyse en termes d'irritation réciproque des systèmes sociaux. La somme théologique de Thomas d'Aquin nous présente une sémantique unifiée par la théologie. La somme. La théologie est la science suprême, science des objets immatériels et hors du temps. Elle fonde la notion de justice qui domine la morale, la politique, le droit et l'économie. Comme on sait, la théologie thomiste permet de résoudre les problèmes les plus divers, celui du droit de résistance, celui du prêt à l'intérêt, etc., etc. Cette sémantique a pu répondre aux besoins d'une société stratifiée, dit Luhmann. Pourtant, la modernité aboutit en revanche, répétons-le, à des sémantiques différenciées, fonctionnant en parallèle et en autoréférentiel, autopoétique. L'économie n'a pas besoin d'un Dieu. Telle est l'évolution sociale dont Luhmann veut faire la théorie. N'oublions pas en passage la tentative aussi de John Rawls, qui est intéressant pour la prochaine conférence, qui est celle de proposer une théorie de la justice dans cette même société moderne. Ceci n'était possible, bien entendu, qu'en construisant une position originelle, en recouvrant du voile d'ignorance le passé des inégalités. La prochaine fois, dans le dernier cours, je vais tenter de saisir la genèse et les reconfigurations d'une production de savoir du fictif au scientifique sur le passé humain, sous les effets du paradigme identitaire. Dans ce sens, la question que pose Niklas Luhmann me semble pertinente et digne d'approfondissement. Pourquoi une société en changement constant, autonome, qui se donne les lois, autopoétique, qui se construit d'elle-même, et autoréférentielle, qui a comme passé son propre passé, et non pas un autre. Pourquoi elle a besoin toujours d'une recherche historique, prolongeant ou innovant celle pratiquée par le passé. Le statut du passé ne s'est-il pas altéré dans ces temps modernes où l'identité n'est plus possible finalement? Ou bien dans quelle mesure les sciences de l'homme et l'histoire ont-elles pris en considération le changement de paradigme identitaire impliquant une conception de la liberté radicalement différente de l'ancienne? Oh, quand même. La liberté moderne est exactement la liberté de l'homme à devenir autre, impliquant une possibilité de changement perpétuel d'identité et une dissociation et même négation possible de celle passée. Notre monde est en train de vivre un conflit entre la possibilité de nouvelles transsubstantiations et d'auto-réinvention à laquelle l'ancienne volonté de conservation de racines et de souches résiste. Et notre question demeure, pourquoi encore faut-il continuer à écrire l'histoire? Et s'il est légitime de l'écrire, alors quelle histoire écrire? Une histoire de personne comme la rose de Paul Celan? Loué sois-tu, personne. Pour l'amour de toi, nous voulons fleurir. Contre toi, un rien nous étions. Nous sommes, nous resterons en fleurs. La rose de rien, de personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leven, pour ce très beau et émouvant voyage dans les sphères de justement ce qui permet d'écrire ou ne permet pas d'écrire l'histoire.
Quelques questions me brûlent les lèvres. J'ai peut-être, une fois n'est pas coutume, les poser d'emblée parce que, à t'écouter maintenant pour la troisième volet, je comprends mieux, au fond, ce que tu fais et en quoi, effectivement, on peut être... ce sur quoi on peut discuter. On peut être d'accord et peut-être pas d'accord. Il y a plein de belles choses dans ce que tu viens de dire, de cette volonté de trouver du nouveau qui devient au cours des temps une intention durable ou cette appétissante tradition de nouveauté. Et en même temps, il me semble que ce que tu nous proposes avec ce premier récit, effectivement, de la révolution galiléenne, c'est de le situer plus strictement encore que tu ne le faisais dans le temps moderne, en 2004, en Occident et nulle part ailleurs, as-tu dit de manière assez ferme, en un endroit du temps et pas ailleurs non plus. C'est quelque chose qui me frappe et je me demande si Niklas Luhmann ne te permet pas justement de recentrer, de redater plus fermement ce moderne qui, justement, dans le temps moderne, à partir du même corpus, au fond, à partir de la querelle des anciens et des modernes, et en particulier de Charles Perrault, était parfois, non pas hésitant, mais, je dirais, polycontextuel. Je prends juste un exemple, par exemple. Je me souviens, mais je cite de mémoire, et je te prie de m'en excuser, à un moment, dans ton livre, en 2004, tu parlais de l'extraordinaire discours de gloire que Brunelleschi articule à partir de sa prouesse architecturale qui consiste à couronner Santa Maria del Fiore en 1431 d'une coupole qui n'a pas d'équivalent en dehors évidemment d'un passé romain qu'il a sous les yeux puisqu'il s'agit du Panthéon. Et puis tu as une petite phrase qui m'avait beaucoup plu en disant mais enfin c'est quand même marrant parce qu'au même moment il y avait quand même la coupole de Sainte-Sophie et personne ne la regarde. Pourquoi, et peut-être est-ce une question autant biographique que théorique, pourquoi ces échappées qu'il y avait dans le temps moderne, en disant mais par ailleurs ce dont on parle ce n'est jamais rien d'autre que l'auto-représentation de la société occidentale par elle-même, et nous ne sommes pas dupes de ce discours héroïque de la modernité, pourquoi tu ne le fais plus aujourd'hui? Non, je le fais, mais avec une... Pas là, en tout cas. Tu te souviens des Chinois, de Kaising. Oui. Et à plusieurs reprises, je dis que cette modernité, cette nouveauté qui a marqué tellement les esprits, c'était une nouveauté pour eux, pas pour nous. Oui. Donc c'est bien un discours, de toute façon, d'auto-célébration. D'auto-célébration, ils l'ont fait. Mais personne d'autre ne l'a fait. La coupole de la Sainte-Sophie n'a donné à aucun récit de gloire. C'était le cours normal des choses. Donc c'était faisable, ils l'ont fait. Pourtant, en Occident, les choses faisables, quand on les fait, on élabore quelque chose de bizarre qu'il n'avait pas de précédent. C'était comme si c'était des singularités formidables. À partir d'un moment donné, ce qui m'intéresse, comment est-ce possible, ce discours? Mais tu ne parles bien que de discours. Voilà, bien entendu. Oui, mais c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que... Non, mais il faut... Ça que dit discours. Hein, que dit discours d'un moment donné, d'un discours précis. Parce que, en même temps, depuis 2004, depuis effectivement ton livre, depuis 15 ans, on ne cesse effectivement de remettre en cause, de critiquer le discours héroïque galiléen
de mettre en avant les modernités multiples, de dire combien effectivement la révolution scientifique telle qu'elle est exaltée, célébrée par la modernité occidentale est en grande partie un effet de lecture. Donc ce que je veux dire, c'est que un effet de discours. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un écart que je trouve original dans ta démarche, mais qui est de plus en plus justement contrasté vis-à-vis de la sociologie des sciences, voilà, qui ne cesse aujourd'hui de parler d'autre chose, au fond, c'est-à-dire de la pluralité des modernités. Oui, le problème, c'est que quand j'ai terminé ce livre en 2004, j'ai invité un ami passer 3 mois à Istanbul, en 2006. C'était Jack Goody. Jack Goody est venu à Istanbul avec Juliette, sa femme, et il était en train d'écrire The Theft of History, le vol de l'histoire. Et on se voyait tous les jours. Alors, moi, j'ai connu comment le livre s'est évalué et les arguments qui soutenaient les fondements de ce livre. Alors, il ne m'a pas convaincu énormément. Ce livre-là. C'est pour ça que j'ai une attitude non pas fermée, bien entendu ouverte, mais je ne vois pas vraiment de travaux qui nous confirment aujourd'hui qu'il y avait une modernité ailleurs avant celle en Occident. Avant ou ailleurs? Avant et ailleurs. Oui. Parce que, par exemple, quand tu dis que il y a... Mais la modernité dans ce sens-là, qu'une autoglorification de son propre achèvement. Oui, mais en tant que médiéviste, par exemple, c'est toujours la même chose. Je ne suis pas si dépaysé que ça par un discours que tu me présentes comme moderne et qui consiste à dire que du nouveau, de l'inouï, peut périmer l'ordre des livres. Lorsque Jean de Plancarpin ou Guillaume de Rubruck voyagent en Asie centrale, lorsque ce qu'ils voient ne correspond pas à ce qu'ils ont lu dans Pline, lorsqu'ils font le tour de la mer Caspienne, qui est censée être une mer ouverte, et qu'ils la découvrent fermée, alors ils disent Pline s'est trompé. Il n'y a aucune difficulté dans une culture que tu dis scolastique pour admettre que le réel puisse périmer la tradition. Facilement. Mais voilà. Après, donc, ce que je ne crois pas, par exemple, je le dis très sincèrement, je ne crois pas que la nouveauté soit une valeur dangereuse ou péjorative jusqu'à je ne sais pas quand, et puis tout soudain se renverse, se retourne comme un gant en valeur positive, parce que les sciences de l'observation, les sciences de la nature, ne cherchent qu'une chose, aider le XIIe et XIIIe siècle, et pas plus en Occident que dans l'Orient musulman. C'est là où on commence à s'approcher que de chercher du neuf. Oui, bien entendu, mais avec Ghazali, ça s'arrête. Enfin, tu vois, Ghazali, la position de Ghazali, c'est quoi? Essentiellement contre Averroès. C'est qu'il n'y a pas de double vérité. C'est qu'il n'y a qu'une vérité. Et quand on parle d'une vérité, et à partir de là, à partir du XIVe, dans le pays musulman, bon, il n'y a pas de science. Ça s'est arrêté. Parce que les califes, puis les empereurs, les sultans ottomans, ils ont suivi la voie de Ghazali. Oui, je parle du XIIe, XIIIe siècle. Oui, avant c'était le paradis. Je parle du moment où, effectivement, tout est possible et tout est pensable dans la pensée scolastique. On a des moments comme ça. Et cette pensée scolastique, c'est une pensée des savoirs arabo-latins. Exactement, tu as raison. Ouais. Mais ce sont des moments. Ces moments-là ne se sont pas institutionnalisés. C'est ça ce que je dis. Or, à partir du XVIe, XVIIe, ce moment-là trouve être institutionnalisé et promu. Tu vois. Oui. Donc, je vais t'attaquer par une autre...
Je vais t'attaquer une deuxième fois, puis peut-être une troisième fois, et puis ensuite, après, je donnerai là. Pardon. Quand tu écris, par exemple, quand tu dis l'économie n'a pas besoin de Dieu, je crois tout le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, justement, la puissance du travail de Giacomo Todeschini ou de Giorgio Agamben, c'est-à-dire soit des historiens médiévistes comme Todeschini, soit des philosophes du contemporain comme Agamben, mais qui se retrouvent sur les mêmes corpus, c'est-à-dire justement, précisément, les corpus aristotéliciens ou aristotomistes qui, justement, pensent la théologie de la valeur. C'est pas seulement qu'ils nous montrent que les scolastiques ont... Mais ils sont schmittiens. Hein. Attends, c'est pas simplement qu'ils nous montrent que l'économie était pensable dans un système scolastique. C'est que, par là même, ils nous expliquent que nous sommes encore scolastiques quand nous croyons à la vérité de l'économie. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse dire que pour aujourd'hui, l'économie fonctionne sans Dieu, puisque justement, nous nous faisons un Dieu de l'économie. Et donc, s'il y a une théologie encore pleinement efficace aujourd'hui... c'est dans le sens de Luhmann, c'est autothéologie alors. Bah oui, bien sûr. Autodivination. Bien sûr. D'accord. Oui. Et donc là, pour le coup, ça veut dire que... Le système qui devient son propre Dieu, ça... Bien d'accord, oui. Oui, mais comprendre les origines théologiques de notre croyance dans un marché qui serait son propre Dieu, c'est une manière de comprendre que ce qui nous régit n'est pas moderne, mais est justement prémoderne encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est justement cette non-contemporanéité du contemporain dont tu parles. Moi, comme j'essaie d'expliquer, c'est que moi, je suis contre cette opinion que le prémoderne, le moderne a gagné. Donc, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Donc, quand le moderne arrive, il arrive et il a une efficacité. Mais cette efficacité, devant cette efficacité, il y a des résistances. Des résistances qui existent, qui coexistent, qui combattent cette efficacité. Donc, bien entendu, l'économie d'aujourd'hui, ni le droit d'aujourd'hui, ni la science d'aujourd'hui n'est dans ce sens-là que moderne. Donc il y a une sorte de mixture, des résurrections, des choses qui sortent, Et c'est pourquoi une archéologie des modernités multiples qui ne se laisse pas intimider par la scène originelle il faut jamais le faire. Moderne. Non, il ne faut jamais être intimidé, il faut le faire, au contraire. Et de dire, là peut-être, parce que je viens de lire aujourd'hui un article sur les Chinois, comment leur gouvernement était géré par ce temps de la création, qui m'a semblé être n'importe quoi. Mais il faut carrément continuer à essayer de voir si notre expérience humaine n'est pas limitée à ce qu'on est en train de vivre depuis 200, 300 ans. Donc, bien sûr, coup, voilà, c'est ce que je disais. Il faut ouvrir cet espace de savoir à trouver des expériences qui valent peut-être plus. Ça, je ne suis pas contre. D'accord. J'ai une toute dernière question, mais je ne veux pas... Non, vas-y. Non. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Alors, peut-être, oui, c'était ça ma question. C'est que j'ai trouvé extrêmement efficace, pour le coup, et c'est ça qui m'a permis, effectivement, de mieux faire l'inventaire des différences. J'ai trouvé extrêmement efficace ta manière de faire comprendre l'importance de la révolution galiléenne, qui est réelle, dans, effectivement, dans la cosmologie. Et au fond, qu'est-ce que ça changeait une révolution dans la cosmologie, dans une philosophie du temps qui, et ça c'est évidemment très brillamment, très frappant ce que tu as dit, un moteur principal et principiel qui était métaphysique, dont on ne saisissait au fond que
la transmission amortie, et donc un temps qui ne change rien, alors qu'évidemment, à partir du moment où tout est bouleversé, alors ce temps changera tout. C'est une croyance. Ah non, mais ça c'est fondamental. Donc, là, ça, c'est une croyance, oui. C'est pas de l'ordre du factuel. Non, j'ai bien compris. Voilà, non, mais j'ai bien compris. Mais sauf que c'est très important, et je te remercie de l'avoir dit aussi fermement, parce qu'au fond, on apprend comme un catéchisme héroïque que Giordano Bruno et Galilée sont des héros de la modernité, mais qu'est-ce que ça change? Rien. Oui, rien dans son sens, rien par rapport à ce qui existe. Voilà, d'accord. Donc ça, tu l'as très bien expliqué. Mais c'est là où je veux dire après le moderne. Que ne fais-tu pas l'opération cosmologique que tu as effectivement produite sur le XVIIe siècle, sur le XXe, c'est-à-dire ce que tu as ça, c'est un sujet formidable. Ce que tu as fait il y a 15 jours en parlant de Marc Bloch. Parce que tu passes par Luhmann pour expliquer que, effectivement, on va dire, justement, avec vous, monsieur, notre post-modernité, d'accord, c'est la prise de conscience de la pluralité des sémantiques et de l'observation. Et le fait que, de la pluralité des sémantiques et des observateurs, que la société s'auto-décrivait et qu'il n'y a pas de lunettes, as-tu dit. Mais ça, c'est notre nouvelle cosmologie. C'est la théorie de la relativité générale. Voilà, exactement. Il faut donc trouver des lunettes pour ça. Non, il faut surtout comprendre, des algorithmes, comprendre que la théorie de la relativité, justement, est antipositiviste au sens où elle nous permet de comprendre, ou plus exactement, qu'un phénomène ne sera pas le même s'il est observé ou s'il n'est pas observé. C'est-à-dire que l'observateur influe sur le phénomène. Qui comprend ça le premier? Marc Bloch. Pourquoi? Parce qu'il a effectivement reçu, entendu, compris la leçon de Langevin, de tous ceux qui, ici même, expliquaient ce que ça changeait dans la cosmologie, la théorie d'Einstein. Et c'est très intéressant parce que, au fond, dans notre manière d'écrire l'histoire de l'histoire, on fait sans cesse le lien entre les changements, disons, dans la physique newtonienne, galiléenne, etc., et la manière d'écrire l'histoire ou de la pensée, les changements. Mais on ne l'a fait jamais pour nous, les femmes et hommes du XXe siècle. Comme si, effectivement, la théorie de la relativité générale ne nous avait pas atteintes. Or, oui, on est il y a un avant et un après du point de vue littéraire, du point de vue philosophique, mais aussi du point de vue historiographique. Les historiens ne s'en sont, à part Marc Bloch, n'en étaient peut-être pas conscients, ils n'en ont pas moins été atteints et affectés. Tu ne crois pas ça? Dommage que Marc Bloch est mort. Enfin. Oui. De manière générale, oui. Mais le problème, à mon avis, de cette question de la physique d'Heisenberg ou des autres, c'est venu du côté des anthropologues aussi, des philosophes, qui a, par exemple, Arendt. Pour elle, dans ses analyses, ça occupe... C'est une révolution. Voilà, c'est une révolution. Donc, les historiens étaient un peu en retard, peut-être, mais, mais on a toujours cette possibilité de revoir les choses. Oui. Donc, le retard, tu sais, c'est le paradoxe de Zénon. Donc, en avant, après, selon... Je pense qu'on peut l'histoire peut quelque chose. Tant mieux. Voilà. Donc, on va voir en tout cas ce qu'elle peut. Voilà. Elle peut au moins attendre la semaine prochaine voilà. pour en connaître le fin mot. Merci. Merci à toi.